bonjour. Nous allons faire un petit résumé, une petite introduction sur les éthiques environnementales. Et si nous avons un peu de temps, nous pouvons lire une des textes fondateurs, un groupe en anglais. Mais aussi, vous avez, je pense, la possibilité de lire beaucoup de textes sur les éthiques environnementales avec Jane Finch dans les prochains cours. Et bien, l'origine des éthiques environnementales, c'est le lieu, l'Amérique du Nord, surtout, il y a 5 ans. Hein? Et les motifs du développement de la conscience environnementale sur les mouvements sociaux dans les années 1960. Et pourquoi éthique environnementale? Parce que de nombreux philosophes pensaient que les théories éthiques traditionnelles, donc les théories de la morale, de l'anthropologie, de la philosophie en général, n'étaient plus suffisantes, n'étaient plus capables d'expliquer et de justifier la relation entre être humain et monde naturel. Il y a pour la philosophie une nécessité à partir de ce moment-là, et l'objectif, c'est de formuler des théories éthiques pour expliquer les devoirs, les obligations que l'être humain a envers le monde naturel, non humain. Quelles sont les thématiques générales des éthiques environnementales? Définir qu'est-ce que c'est l'environnement et qu'est-ce que c'est la nature. Et si la nature a une valeur, comment valoriser l'environnement? Il y a une valeur extrinsique, intrinsique. Nous allons voir. Questionner et voir si les animaux et les plantes ont un statut moral, s'ils sont des sujets moraux, avec des droits. Surtout en ce moment, dans la contemporanéité, beaucoup des éthiques environnementales s'est focalisé sur le droit des animaux. Notre thématique, c'est l'espèce menacée, et c'est une thématique de la réflexion contemporaine sur le climate change, mais aussi sur la restauration écologique. Attention, parce que ça sera aussi une thématique intéressante pour la conférence de l'évêque le 26 de novembre. Il y a en connexion clairement avec l'écologie, et beaucoup de mouvements écologiques sont liés au développement d'une éthique environnementale. Et nous avons une différenciation, nous allons voir, avec écologie profonde. Et aussi, encore, les valeurs esthétiques ici. Valeur morale ou valeur esthétique plus valeur morale de la nature. Et ici, notre thématique très forte, c'est développer des éthiques environnementales parce que c'est nécessaire à prendre en compte des générations futures. Et c'est la thématique que vous allez lire dans le texte de Hans Jonas que vous avez dans le Moodle. Okay. C'est un peu les thématiques générales des éthiques environnementales. Il y a des antécédents de l'environnementalisme ou de l'écologie. Et
il est surtout le mouvement des conservationnistes, le conservationist movement, qui c'est un mouvement de conservation de la nature sauvage. Attention, parce que l'idée de nature qui émerge entre éthique environnementale et premier mouvement écologiste en Amérique du Nord, c'est une idée de nature sauvage, une idée de wilderness, wild en anglais c'est sauvage, et sans l'intervention de l'homme. L'homme, la présence de l'être vivant, c'est considéré quelque chose de négatif. Il commence avec la création de parcs naturels en Amérique du Nord et il y a beaucoup de personnes politiques involucrées, scientifiques et philosophes aussi. Et Roosevelt, c'était un président des États-Unis, et c'était un promoteur du parc national, du parc naturel en Amérique du Nord, avec une idée de wilderness, une idée de nature sauvage à conserver. Et il a été le premier à traiter la thématique de la conservation environnementale dans le projet politique des États-Unis. Un des initiateurs des éthiques environnementales, c'est John Muir. Il est un autre auteur que vous allez lire avec James Finch. Et il est considéré le naturaliste, le défenseur, le premier défenseur de l'environnement aux États-Unis, et il a fondé le Sierra Club. Nous pouvons... Ok, c'est mieux. Il était un penseur, mais surtout un activiste. Et son activiste a aidé à préserver la vallée de Yosemite, le parc national de Sequoia et d'autres zones sauvages des États-Unis, avec une idée de nature totalement, bien, aujourd'hui nous pouvons dire idéalisée du point de vue sauvage, qui excluait la présence de l'homme. Et il était aussi un naturaliste, il découvrait le glaciaire de Sierra California au final de 1800. Et il a créé le Sierra Club. Le Sierra Club était une association américaine écologiste fondée à San Francisco en Californie pour protéger, l'idée de conservation et protection, la Sierra Nevada. Et il s'agit de la plus ancienne organisation non gouvernementale pour la protection de l'environnement américain. Aussi, l'année passée, il y a un site web online de Sierra Club et il y a un activisme très fort et très engagé du point de vue politique, clairement. Et vous pouvez aller voir un peu le site. Et une autre auteure très intéressante, c'est Aldo Leopold, que nous allons avoir tout. Mais avant, c'est très important le texte qui s'appelle Wilderness Act, qui c'est un droit américain de
1964, et c'est encore une idée de nature dénominée comme wilderness. Et c'est clair ici qu'à différence du paysage, un territoire wild, un territoire sauvage, c'est un lieu où l'homme, il n'y a pas d'être, absolument. Wilderness, in contrast with those areas where man and his own works dominate the landscape, is thereby recognized as an area where the earth and its community of life are untrammeled by man, where the man himself is a visitor who does not remain. C'est clair que l'homme ne doit pas rester sur un territoire wild, un territoire sauvage. Et la loi sur la protection de la nature, la loi fédérale américaine, c'est le Wilderness Act. Et elle établit aussi le National Wilderness Preservation System, et avec une protection qui c'est aujourd'hui plus en plus grand de territoire. Okay? Une des auteurs que vous allez à considérer, c'est Aldo Leopold, qui est un créateur de la Wilderness Society, et a influencé le développement de l'éthique environnementale moderne. Il a écrit un livre que vous allez, je pense, à lire un peu, qui s'appelle Ascent County Almanac, Almanach d'un comté des sables, suivi de quelques croquis, c'est le titre complet. Et c'est un livre publié dans 1949, un peu après la mort de Léopold. Et il décrit le territoire et les paysages situés autour de la demeure de la hauteur dans la comté de Sauk, dans le Wisconsin. Et cette suite d'essais illustre l'idée que Léopold se faisait d'une éthique de la terre, land ethic en anglais, autrement dit comme une relation responsable qui doit exister entre les êtres humains et les territoires qu'ils habitent. Et il est aujourd'hui considéré plus largement dans le cadre d'une éthique de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il était un forestier et estimait que la société avait besoin, de manière générale, d'une meilleure éducation sur la protection de l'environnement. Il y a une urgence éthique et éducative pour lui. Et il disait, bien, comme c'est la situation aujourd'hui aux États-Unis, du point de vue de la relation avec l'environnement. Et résumer ces attitudes de ses contemporains avec cette expression. Obéissez à la loi, votez quand on vous le demande, rejoignez quelques organisations et protégez votre environnement en fonction de sa rentabilité, et le gouvernement fera le reste. Et c'est une attitude qu'il critique, c'est un peu une attitude qu'il a continué un peu à se développer dans la contemporanéité. Non? Bien, faire un petit peu, rejoignez quelques organisations, donner quelque chose à Noël, mais ce sera le gouvernement qui fera le reste. C'est un peu l'attitude de le citoyen normal et commun. Mais il critiquait beaucoup cette approche, cette formule, et pour lui, cette attitude servait avant tout les intérêts personnels. Il vient à la conclusion que les obligations n'ont aucune signification sans conscience et que les problèmes
laquelle la société fait face est l'extension de la conscience sociale à l'égard de la nature. Donc, développer une éthique environnementale, c'est nécessaire pour lui, et c'est nécessaire en extension de la conscience sociale à l'égard de la nature. Et à l'époque où il écrivait, il pensait que la protection de l'environnement avait été réduite à son strict minimum. Et ce sens n'a qu'une avancée dans la philosophie, dans l'éthique ou dans la religion. OK? Donc, la nature, pour lui, et l'environnement, c'est une question morale et éducative. Il va s'opposer à une idée éthique utilitariste. Nous allons voir qu'est-ce que ça signifie. Et il va développer un concept écologique et écosystémique de la Terre. Dans le livre, dans ce livre, il dit une chose est juste, et c'est un peu un paragraphe qui a changé l'idée éthique environnementale. Une chose est juste quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. C'est faux quand cela tend au contraire. Okay. Donc, intégrité, stabilité et beauté aussi. Il y a aussi environnement, la thématique écologique, la thématique de la communauté biotique et la thématique esthétique. Et la Terre, pour lui, en tant que communauté, voilà l'idée de base de l'écologie, mais l'idée qu'il faut aussi l'aimer et la respecter, c'est une extension de l'éthique. Et il va développer une idée qui s'appelle, il a une partie de son livre qui s'appelle « Penser comme une montagne », « Thinking like a mountain ». Qu'est-ce que c'est l'antécédent de ça? Parce qu'il était obligé, pour son travail, à tuer des loups au Nouveau-Mexique au début des années 1900. Et se rend compte que les prédateurs contrôlent les écosystèmes et sont importants pour l'écosystème. Donc, quand il y a une rencontre avec un loup, qu'il est décrit dans le texte, il n'est pas seulement je peux aimer cet animal, c'est très beau, ou ces choses-là. Non. Il y a une attention à l'écosystème. Parce que quand il y a une réduction du nombre de loups, le modèle écosystémique va changer en négatif. Et son équilibrium, que nous pouvons appeler aussi climax du point de vue écologique, ça va changer. Et il était un chasseur et il décrit cette expérience-là, mais il critique la politique d'extermination des loups décidée par l'Office américain de gestion de la faune sauvage. Politique à laquelle il avait lui-même commencé par participer activement et qui avait conduit à la disparition des loups dans les nombreux États américains. Et donc il remarque que lorsque les loups sont morts, la population de cerfs, par exemple, a explosé et ils mangent tout
les plantes. Et donc, il y a une destruction de l'écosystème. L'éthique environnementale, c'est comprendre l'équilibre d'un écosystème. Ouais. Penser, nous arrivons, Élie. J'arrive, oui. Penser comme en montagne signifie avoir une conscience écosystémique. Et ici, penser comme en montagne, c'est avoir une connexion écologique, éthique, de pensée philosophique avec pas seulement la nature considérée comme quelque chose de, je ne sais pas, de sublime, de beau, mais avoir, c'est ça que signifie, avoir une appréciation complète de l'interdépendance profonde des éléments dans les écosystèmes. Et penser comme en montagne, c'est pas avoir une idée romantique de la nature et détachée de la nature, mais c'est un exercice écologique. En utilisant les réseaux complexes de l'environnement naturel, plutôt que penser comme un individu isolé. Et donc, il y a la conscience écologique, l'élément éthique, l'élément philosophique. Et les concepts fondants sont l'idée d'une interdépendance entre l'homme et les éléments de l'écosystème. Qu'est-ce que c'est l'écosystème? Bah. Ouais, ok. Un milieu, un environnement, les espèces qui l'habitent et la relation entre les espèces qui l'habitent, mais ces espèces qui l'habitent, il y a aussi l'homme. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que l'écosystème, c'est aussi intégrant l'homme et l'activité de l'homme. L'écosystème, c'est connecté à le concept de biosphère. Et le terme de biosphère, qu'est-ce que c'est la biosphère? Ouais. Ouais. Et c'est la zone où il y a tous les êtres vivants sur la Terre. C'est ces petites lignes sur la Terre où il y a tous les êtres vivants et dans l'air. Et ici, j'ai voulu vous mettre un petit note de Nature de 1969 sur la terminologie de biosphère et écosphère. The term biosphere was defined by Lamarck, le naturaliste, as the raw total, dans la totalité, the matter of all living beings, comme vous avez dit. Le terme a beaucoup évolué et aujourd'hui, nous parlons de biosphère connectée avec des études de la biologie. Et la biosphère, c'est la part de la crust, comment ça en français? Oui. Earth crust, qui est formée dans la lithosphère et dans la hydrosphère, et dans la part plus bas de l'atmosphère de la Terre, où la vie s'est présente ensemble avec l'organisme vivant. Donc, quand nous parlons de biosphère et d'écosphère,
nous utilisons en termes de la biologie. Et la biosphère, c'est déterminé par éléments vivants et pas vivants. Et c'est le complexe de le sol, l'eau, l'air et tous les organismes vivants qui forment un écosystème complet. Ici, notre définition des écosystèmes. Encore, la définition des biosphères, c'est l'espace sur notre planète qui est déterminé par être vivant. Ou la croûte de la Terre, l'hydrosphère et l'atmosphère qui vont construire un environnement pour la vie. Et nous devons considérer le composant biologique et biochimie. Donc, quand nous parlons de nature pour ces premiers auteurs de l'éthique environnementale, nous devons considérer qu'il y a une relation entre l'écologie, la biologie et la pensée. Donc, c'est une idée de nature qui s'est connectée à un développement scientifique. Et je voudrais aussi vous montrer un article qui est peut-être intéressant pour vous. Non? Car, faites attention, hein? OK. C'est ça. Okay. C'est ça, c'est un article de Andrew Hickman. C'est un chercheur en philosophie de la science et philosophie de la biologie. C'est contemporain. Il a écrit ce petit article. Il vient de l'université de Pittsburgh, maintenant c'est à l'université canadienne, je ne me rappelle pas plus. Mais il a écrit cet article in Perspective on Science en 2017. Et c'est très intéressant, je le vais mettre en Moodle, parce qu'il décrit la connexion entre le premier mouvement conservationniste en Amérique du Nord, les éthiques environnementales et le développement de la science. Et ce texte est aussi intéressant en prévision de la conférence de l'évêque que vous allez à écouter le 26, parce qu'il parle d'une idée de restauration écologique développée dans ces premières années de l'éthique environnementale qui exclut complètement l'homme. Et il explique pourquoi. Je voudrais un minute. OK. Le problème, c'est quelle est la place de l'homme dans la réflexion écologique et dans les éthiques environnementales. C'est un problème que nous allons avoir lieu depuis avec concepts comme valeur intrinsique de la nature, valeur extrinsique, utilitarisme. Mais c'est un problème parce que à partir de toute la réflexion de la wilderness en Amérique du Nord, l'idée de l'homme et la présence de l'homme dans les territoires s'est exclue complètement. Et aujourd'hui aussi, c'est une problématique que les éthiques environnementales ont toujours. Et quand nous parlons, par exemple, de restauration écologique, ici en France, qu'est-ce que c'est la restauration écologique? Parce que je donne pour
que vous le savez. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Ouais. C'est l'idée que nous avons un écosystème où il y a des problèmes, des dommages, cet écosystème a été ruiné pour beaucoup de raisons. L'intervention qu'ils font les paysagistes, ou les écologues, ou les biologistes, c'est de reconstituer la originalité de cet écosystème. Dans la plupart des cas, c'est reconstruire l'originalité de cet écosystème avec une analyse de l'espèce menacée, l'espèce qui ont été introduites et qui ont changé, comme la majorité des interventions, c'est l'idée de réintroduire l'état original de cet écosystème. C'est une chose à laquelle penser, à laquelle critiquer un peu. Et vient cette idée, je pense, il y a une connexion avec cette idée de wilderness et de natural, de original. Parce que l'idée de wilderness, c'est une idée qui oppose naturel et artificiel. Et artificiel, c'est la présence de l'homme qui doit être évitée. Pourquoi? Pour une motivation politique. L'idée de l'origine où les capacités de l'homme peuvent développer mieux ses capacités éthiques. Il y avait tous les facteurs sur la frontière américaine connectés à la wilderness. Mais aussi, et c'est intéressant cet article, il parle du fait que la wilderness, c'était un lieu parfait pour la recherche biologique. Quand il n'y a pas la présence de l'homme, la recherche biologique sur terrain peut être mieux, plus intéressante et plus directe. Et avec une idée de succession et évolution dans le concept biologique. Donc, il y a une motivation politique qui se développe avec la wilderness, une motivation scientifique. Le territoire de wilderness, c'était un terrain parfait pour faire des études scientifiques. Et c'est ici une chose très importante, la préservation, préserver la nature. Et donc, c'est une idée très connectée avec aussi l'idée de restauration écologique, préserver la nature dans son conditions primitives. Parce que les écologistes ont l'idée que ces conditions de nature primitive étaient nécessaires pour l'avancement de la science, de ces études. Et donc, il y avait un modèle d'état naturel et il est joué avec pathologique et artificiel. La présence de l'homme était quelque chose d'artificiel et aussi de pathologique. Et donc, tout à fait des négatifs. Et cette idée de protéger et de préserver les conditions primitives, c'est un but politique du premier mouvement écologique américain, surtout au bout du siècle 1900. Et il y a aussi une distinction intéressante entre conservation et préservation.
La conservation implique la présence de l'homme ici. Conservation implies human management. Conservationists argue that a governmental body needs to actively manage natural resources for long-term human use. Okay? Il y a une présence de l'homme. La préservation nécessite une attitude non interventionniste et il doit éviter any human interferences. Okay? La présence de l'homme pour le préservationnisme, c'est totalement négatif. Et donc l'idée d'un territoire wild, c'est un territoire qui n'est pas undisturbed. Comment sera en français undisturbed? Par l'homme. En chaque parc national et forêt publique. Donc, vivre dans la wilderness, c'était retourner à ces conditions primitives. Et donc, comme nous avons dit, c'était connecté à l'idée des frontières, à l'idée politique, le trait américain d'indépendance et des sociétés démocratiques. Et c'est Roosevelt, que nous avons nommé avant, non? Qui dit under the hard condition of life in the wilderness, Americans shed their European roots and became new in dress and custom and in mode of life. C'est peu différent. Mais l'idée, c'est encourager l'indépendance. Self-reliance, comme serait en français? Peu actif. Garçon peu actif ce matin. Ouais. Et tous les traits qui ont contribué à cette idée de frontières américaines, à cette idée de démocratie américaine et d'indépendance. Donc, l'idée de la construction des parcs nationaux était de retourner à des conditions primitives, excluant, par exemple, toute la réflexion sur la ville. Parce que dans la ville, dans les centres urbains, il y a la présence de l'homme. Et les architectes aussi, que vous allez à lire, je pense, vont à théoriser que la vie dans les lieux urbains et dans la ville, c'est quelque chose de très négatif qui porte à l'exhaustion, à la dépression, à l'immasculation et à une vie très artificielle. Je vous invite à lire cet article parce que c'est très intéressant pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est la wilderness et que la wilderness, c'est pas... je me suis perdue? OK. C'est pas une idée... OK. C'est pas une idée simplement romantique, mais c'est un concept qui s'est connecté à une idée politique, biologique, et que nous pouvons analyser du point de vue de la philosophie de la science et de la philosophie. OK? Question? Ouais. Il y a aussi une question religieuse derrière la question des no-wilderness. Donc cette idée que c'était, il fallait protéger la création de Dieu. Oui, aussi. Sont si politiques et religieuses. Aussi l'idée que tout le monde qui a été créé par Dieu devra être protégé. Oui.
Oui, c'est une question complexe qui il a son élément positif, son élément négatif, mais que je pense que c'est nécessaire de contextualiser dans la période historique, dans le territoire nord-américain, et faire aussi, nous n'avons pas le temps de le faire, mais voir comme, par exemple, en Europe, pouvait avoir une idée de sauvage connectée avec des mouvements qui viennent du romanticisme, par exemple. Mais avec une idée de la nature plus esthétisée, je pense, plus liée à une représentation esthétique. L'idée de wilderness, c'est moins esthétique que l'idée de romanticisme ou de nature sauvage, que c'est plus détaché avec la réflexion européenne. C'est un peu ce que j'ai. Encore, le mouvement écologiste se croise avec le développement d'une éthique environnementale, et un personnage le plus important de ces mouvements, c'est Rachel Carson, et elle écrit un livre qui s'appelle Silent Springs dans le 1962, dont nous sommes un peu, et le temps s'est passé. Printemps silencieux, c'est très beau, je vous suggère de le lire. Et le livre a catalogué les impacts environnementaux de la pulvérisation de pesticides, et notamment du DDT, aux États-Unis. Et elle va remettre en question la logique de la libération des produits chimiques dans l'environnement. Elle fait une campagne politique très très forte. Et le livre suggère que démontre que le DDT et d'autres pesticides peuvent causer le cancer, et que l'usage agricole du DDT était cause de destruction de la faune, en particulier des oiseaux. Et pour ces raisons, c'est Silent the Spring, parce que tous les œufs étaient morts. Et il n'y avait pas de bruit, des chansons de la faune. C'est la raison du titre. Et elle était un forte activiste, et la préoccupation publique qui en résulte a abouti à la création de la Environmental Protection Agency des États-Unis dans le 1970, qui a ensuite interdit l'utilisation agricole du DDT en 1972. Ce matin, avec le numéro parfait. Qu'est-ce qu'il passe aussi dans le 1970? Il y a tout le mouvement de contre-culture. Et de protection, il va se désarroiller en conscience des protections plus globales de la Terre. Il y a un passage du mouvement conservationnisme, de protection de la nature, du parc, et donc en protection qui c'est locale. Il y a un passage au niveau global, mais aussi quand cette globalité de l'environnement peut influencer la vie quotidienne. Il y a un focus plus général sur la pollution et sur les environnements toxiques. Il y a une erreur terrible ici. Et la première journée de la Terre de ces mouvements écologistes plus amples est organisée le 22 avril 1970
pour attirer l'attention du public sur les menaces pour l'environnement en général. C'est le développement d'une écologie mondiale, pas seulement des mouvements de conservation, de préservation des lieux, des parcs. Non, il y a une attention sur une idée d'écologie, d'environnement qui va qui, dans son globalité, va influencer la vie quotidienne. Et ici, dans ces moments, parce que avant, nous avons parlé un peu des antécédents éthiques et écologistes. Mais dans ces moments, nous avons les articles, les textes de philosophie. Le premier, c'est ça, 1973. Is there a need for a new and environmental ethic? Et si nous avons un peu de temps, aujourd'hui, sont 4 pages, nous allons le lire. Aussi, c'est ça de Ralston, le 3e, il y a des noms bizarres. Is there an ecological ethic? 1965. Et aussi, les articles que je considère très importants, c'est de Calicut sur les valeurs intrinsiques de la nature. Nous allons voir qu'est-ce que signifie. Et pour ouvrir un peu les idées de cette éthique environnementale, il y a toute la thématique de la deep ecology. Mais aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de développement sur l'éthique environnementale et aussi plus lié au mouvement féministe, par exemple. C'est aussi un lien intéressant. Mais le premier article, c'est ça de Routley. Et Routley était, dans 1973, un philosophe australien qui présente un congrès international à Sofia, en Bulgarie, une communication qui allait à rénover la réflexion morale en faisant entrer la nature dans les domaines de la moralité. L'idée était qu'il y a de bonnes et de mauvaises façons de se conduire dans la nature, que nos rapports avec celle-ci ont d'autres limites que celles de notre puissance technique, et que nous avons donc des devoirs à l'égard de la nature, et que la nature peut-être a des droits et donc une valeur morale. Donc la nature est un sujet moral. Mieux, la nature est un agent moral, pas seulement un objet moral. C'est tout ça la réflexion. Et il introduit, je pense que oui, c'est 10 heures, nous pouvons le lire un peu ensemble. Il introduit le Last Man Case, le dernier homme sur la Terre. Et il parle de ces cas fictifs du dernier homme sur la Terre. Et il s'emploie avec des disparaître à détruire tout ce qui l'entoure. Tout. Les plantes, animaux. Clairement, c'est une stratégie rhétorique. Et comment évaluer ce qu'il fait? Si l'on se tient à l'éthique dominante dans le monde occidental, ils disent Routley, où il n'y a des droits et des devoirs, pas des droits et pas des devoirs qu'entre les hommes, c'est bon, il ne fait rien de mal. Parce qu'il ne lèse personne. Mais si l'on considère qu'il y a, si on considère qu'il y a des valeurs dans la nature, dans les objets de la nature, que nous avons des devoirs à l'égard de la nature,
alors l'acte de ces la semaine sur la terre, c'est condamnable. Et pour penser ces problématiques, il y a la nécessité, pour l'outre, des éthiques environnementales. Et c'est une nouvelle éthique pour lui dans la civilisation occidentale. Nous parlons ici de civilisation occidentale parce que la pensée orientale, c'est complètement différent. Nécessite une nouvelle éthique et donc d'une nouvelle économie qui va déterminer la relation entre l'environnement naturel et, suivant la réflexion de Aldo Leopold, c'est ça les antécédents que je vous expliquais, en relation, mais qui va connecter l'homme avec la terre et les animaux et les plantes. Donc, l'écosystème où l'homme est dans cet écosystème. Qui ont fait un peu l'histoire des éthiques environnementales. Le premier, l'anthropocentrisme. Le deuxième, les valeurs instrumentales de la nature, opposées à la valeur intrinsèque qui se déroule en biocentrisme et écocentrisme. Et au final, la pluralité des valeurs et donc le pragmatisme. C'est comme qui sont les lignes de pensée des éthiques environnementales. Okay. Les anthropocentrismes se basent sur le fait qu'il a été critiqué. Anthropocentrisme. Beaucoup des auteurs vont dire qu'il y a, à la base, il y a l'inadéquation des théories éthiques traditionnelles qui sont basées seulement sur l'homme. Et l'idée que les êtres humains sont les seuls qui matter morally, comme c'est matter en français, qui ont... Ouais, oui. Ah, si. Ok. L'anthropocentrisme, c'est le premier. L'importance morale, c'est seulement référé à l'homme. Et pour ces raisons, beaucoup de philosophes des éthiques environnementales vont dire « c'est pas vrai. Tout le monde, toutes les choses ont une importance morale et la moralité doit être les devoirs que les humains ont, pas seulement les unes envers les autres, mais aussi envers le monde naturel. L'éthique environnementale a né pour questionner, c'est à développer pour questionner l'anthropocentrisme. Et l'anthropocentrisme, c'est la doctrine qui, dans l'épistémologie, place l'être humain comme une mesure de toutes les choses. Et dans celle de l'éthique, défend que les intérêts des êtres humains sont ceux qui doivent recevoir l'attention morale par-dessous toute autre chose. Et qu'est-ce que c'est l'anthropocentrisme? C'est l'hypothèse selon laquelle, c'est la traduction de ces citations de McShane, l'hypothèse selon laquelle les êtres humains et leurs intérêts ont une importance morale en soi, alors que tout le reste n'a d'importance morale que dans la mesure où elle affecte les êtres humains et ou leurs intérêts. OK? Tout le monde est anthropocentrique. Nous aussi. Mais
quelle valeur nous pouvons donner à la nature. La nature peut avoir une valeur extrinsique et donc instrumentale ou intrinsique. C'est funny. C'est funny, les valeurs, comme je le prononce. C'est qu'est-ce qu'il y a? Intrinsèque. OK. Non. Non, je vais apprendre un peu de français. Et si vous riez, je ne comprends pas. Vous devez dire, ah, madame, la prononce, c'est pas bon. Vous pouvez l'améliorer. OK? Donc, valeur instrumentale, extrinsèque, ou valeur intrinsèque. Qu'est-ce que c'est les valeurs instrumentales? Les valeurs d'usage. La nature, c'est quelque chose que nous pouvons utiliser de différentes façons. Et c'est clair que les éthiques environnementales vont à critiquer ces valeurs, mais aussi à le considérer un peu. Parce que il y a des positions radicales, il y a des positions plus anthropocentriques, il y a des positions plus liées à ce que l'on fait. Et les valeurs instrumentales, c'est plus anthropocentrique et c'est plus lié à l'usage de l'homme. Mais ça ne signifie pas que l'usage doit être négatif. Si est un usage avec conscience, il peut avoir une attitude éthique. Et donc, les valeurs instrumentales sont des valeurs dérivées dont la peculiarité est d'être attribuées à des objets qui servent de moyens. Classique, définition classique. Qu'est-ce que c'est les valeurs instrumentales? La nature, c'est la question, peut voir une valeur instrumentale ou pas. Il y a des auteurs comme c'est ça, Ribière, Georges. Il y a un article en français, Valeur de la biodiversité près de la nature, qui disent oui, parce que pas. La biodiversité a une valeur instrumentale symbolisée par la notion de service rendu à l'homme, donc valeur d'usage, mais au même temps, il a une valeur intrinsèque. Parce que la biodiversité peut être un fin en soi. Donc, il y a des absolutismes instrumentaux. La nature, c'est seulement l'usage que j'utilise. Mais il y a des autres qui disent, bien, nous pouvons utiliser en médiation. La nature, la biodiversité peut être instrumentale, mais il a aussi une valeur intrinsique. Les valeurs instrumentales, c'est les valeurs d'usage. Les valeurs d'usage direct, c'est-à-dire celles des services d'approvisionnement au prélèvement, l'eau, l'alimentation, le matériau, les fibres, les bioénergies, les réserves de ressources génétiques, les matières premières, ce sont les ressources naturelles. Nous considérons les ressources naturelles selon les valeurs d'usage. Mais il y a aussi une valeur d'usage indirecte. C'est-à-dire, c'est celle des services de soutien ou de support, le processus de base nécessaire au fonctionnement de tous les écosystèmes. Le sol, la biomasse, le cycle de l'eau, la photosynthèse, le soleil et des régulations. Donc, la nature peut avoir une valeur instrumentale et la valeur instrumentale, c'est cette différence entre valeur d'usage direct ou indirect. Quand nous respirons, nous sommes en train d'utiliser de l'air. Et nous pouvons dire que, selon ces perspectives, qu'il y a une valeur d'usage de l'air. Parce que
pour le défenseur d'une valeur instrumentale, c'est plus difficile de dire que l'air a une valeur en soi-même. Il y a. Et les auteurs qui parlent de l'air qui tient en valeur en soi-même se réfèrent à la valeur intrinsèque de la nature. Ce n'est pas relevant l'usage, bon ou mauvaise, avec conscience ou pas conscience. La nature doit avoir une valeur en soi-même. Et c'est vrai que quand nous parlons de valeurs intrinsèques, dans beaucoup de cas, l'homme s'est perçu comme une ingérence, une domination, un problème. Et les valeurs intrinsèques en soi-même, c'est pour beaucoup des auteurs comme la Calicut, que c'est très important. Et elle dit que le monde naturel a une valeur indépendamment de son effet, de son usage sur les êtres humains et sur les intérêts. Tu es déjà un instrumentaliste, je te vais de... OK? Ouais. Il y a la possibilité de beaucoup de débats ici. Et les théories éthiques doivent affirmer que le monde naturel, selon ses perspectives intrinsiques, a une valeur indépendante des humains et de leurs intérêts. Les devoirs moraux, beaucoup des erreurs en français, envers le monde naturel ne sont pas une affaire d'humains. Quelle est la première objection à ça? Rapide. La première objection. Garçon. Elle me l'a dit. Avant, tu l'as nominé. La première objection à la valeur intrinsèque de la nature, ou bien à l'anthropocentrisme. Ils sont très connectés. Que quand je vais parler des valeurs intrinsèques de la nature, je suis moi, comme homme, qui va déterminer qu'est-ce que c'est la valeur. Parce que la nature n'a pas la possibilité de dire moi, bien, c'est ma valeur, c'est ma droit. Il y a le premier problème, c'est ça. Et les valeurs, oui. Je ne suis pas tout à fait instrumentaliste, mais je remets en cause la légitimité de l'homme, de la façon dont on peut s'adapter à toutes les régions du monde, de la façon dont on peut tout dominer comme un suprématisme. Pourquoi on remet en cause à chaque fois notre droit de gouverner la nature, les espèces vivantes et tout? On est, on va dire, la race supérieure par rapport au monde naturel. C'est bon les débats, c'est ça. Je vois un débat, mais voilà, on remet à chaque fois en cause ça. Au final, après, si on suit, je comprends tout à fait cette théorie, mais quelle place on doit avoir au final dans la nature? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a le moyen de tout remuer, tout transformer? Au final, est-ce qu'on doit laisser faire et puis se faire bouffer et puis on s'éteint? Bien. Ouais. Non, c'est un débat. Et tu es en train d'exposer deux positions extrémistes, mais il y a aussi un médiance entre les deux positions, et aussi il y a une troisième possibilité que nous allons avoir maintenant, que c'est le pragmatisme. Et donc, peu à peu, je pense que tu peux obtenir un peu de réponse. C'est clair que ça sont l'absolutisation de la théorie. Dans le valeur instrumentale et valeur d'usage, il y a des choses entre les deux, un peu plus de médiation, non? Et c'est vrai que aussi le valeur intrinsique, ça va à différencier
ça va différencier un biocentrisme et écocentrisme. Le biocentrisme, il vient de cet article-là de Roston, qui se demande dans le 1975 s'il y a une éthique écologique. Et en reprenant Kant, les philosophes illuministes, ils disent que les êtres vivants peuvent être et avoir des fins en soi. Ils sont un peu la nature autonome d'Aristote, un peu d'ailleurs. Et ils développent des stratégies qui leur permettent de se valoriser eux-mêmes, de se maintenir dans l'existence sans autre but que cette existence elle-même. Il y a comme une force, une autonomie de l'être, de le monde vivant, bio. Et c'est cette idée de Gaïa aussi, c'est qu'il y a une valeur en soi-même. Mais c'est soi-même, ce n'est pas une valeur attribuée par l'homme. Et le biocentrisme, c'est lié à l'écologie et à la biologie. Les valeurs, ouais, j'arrive, ouais. Ouais. OK. Le biocentrisme développe des stratégies qui permettent de valoriser la nature en soi-même. Mais la nature considérée comme le biotope. L'idée de bios, que c'est la vie, qui est capable de se renouveler, de s'organiser. C'est la vie de la nature qui est autonome de l'homme. Et c'est une vie analysée du point de vue de la biologie et de l'écologie. Et, comme nous avons dit hier, tous les organismes sont dirigés par ces objets, sont dirigés avec un but. Et c'est pas, la thématique, c'est pas différencier entre être humain et nature. C'est tout nature. Qu'est-ce que c'est vivant et pas vivant? Il fait partie tout d'un grand bios, de la vie. Et ce n'est pas nécessaire que l'homme va à définir qu'est-ce que c'est le droit ou pas. On peut considérer représentant de le biocentrisme Arne Naes, qui c'est le fondateur qui vient de Nord-Europe. Qui vient de Nord-Europe ici? Je pense. Vous? Ouais. Vous connaissez Arne Naes? Non? Bien, c'était bien fameuse, bien connue dans le Nord-Europe. Et aussi, je vous invite à lire, je pense qu'il y a dans le Moodle, c'est cet article-là de Catherine Larère, Les éthiques environnementales. C'est en ligne, mais je pense que nous l'avons mis dans le programme, où elle explique un peu tous ces développements. Mais la Deep Ecology, c'est créé par Arne Naes dans le siècle passé. Et la traduction, c'est écologie profonde. Et c'est lié au concept de biocentrisme. Parce que l'écologie profonde se caractérise par la défense des valeurs intrinsèques de tout être vivant. C'est-à-dire que tous les êtres vivants ont une valeur indépendante de leur utilité pour les êtres humains. Et Naes attribuait plus de valeur aux espèces et aux différents écosystèmes qui ne le font les mouvements écologiques classiques. Et en plus, il critique l'écologie classique
parce qu'il dit, bien, l'écologie classique, c'est bon, il développe de nouvelles alternatives, mais quel est le problème de l'écologie classique? Que les besoins humains sont encore la finalité primaire. Le biocentrisme de la deep ecology dit que tous les vivants ont les mêmes droits. Et le monde naturel, ce n'est pas une ressource. Et il va réécrire les finalités humaines dans une perspective plus large, celle du vivant. Pour ces raisons, c'est le biocentrisme. Au fond, de prendre en compte tous les besoins, tous les droits de l'ensemble de la biosphère, notamment des espèces avec lesquelles la lignée humaine coévolue depuis des milliers d'années. Parce qu'il dit, si nous sommes coévolus beaucoup des années avec la biosphère a le même droit que nous. Parce que c'est intéressant, la biodiversité, à ce point. Qu'est-ce que c'est la biodiversité? Garçon. Qu'est-ce que c'est la biodiversité? Parce que nous parlons tout le temps de cette biodiversité, nous devons protéger la biodiversité. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Les différentes espèces dans un écosystème qui peut être menacé, détruit, mais pas seulement... Pardon. OK, donc 3 échelles différentes. La générale, c'est de l'espèce la plus connue. La génétique, c'est un autre niveau. Et des écosystèmes. Mais l'idée, c'est de protéger c'est de protéger aussi, de protéger l'espèce menacée et de protéger l'interaction au sein des écosystèmes. Le concept de biodiversité, c'est que fait qu'une espèce en différence génétique, en différence d'écosystèmes, poivre se développer ici et pas ailleurs. C'est défini dans la Convention sur la diversité biologique, et donc c'est une thématique biologique, de Rio de 1992. En affirmant que la valeur, c'est intéressant, la valeur intrinsèque de la biodiversité, donc ce n'est pas une valeur définie par l'homme, c'est une valeur en soi-même. Et on retrouve aussi, c'est ça on retrouve aussi la marque dans les différents textes législatifs qui règlent la protection des espèces. Pour ça que c'est vrai qu'il y a 3 échelles, mais dans la majorité des cas, dans le média, l'image qui passe, c'est la protection d'espèces, des différentes espèces avec la biodiversité. Mais c'est une valeur intrinsèque, parce que nous devons protéger la biodiversité, peut-être pour une valeur instrumentale, mais selon certaines perspectives, parce que la biodiversité est importante en soi-même. Ce n'est pas important que j'utilise cette espèce ou l'autre ici en France, ou en Italie, ou en Espagne. Elle doit être en soi-même protégée. Si je suis un agriculteur, ce n'est pas important. Elle doit vivre en soi-même. Et il s'implique le plus souvent l'interdiction de tout prélèvement individuel des composants et de ces espèces. Et c'est attention à l'entité individuelle de la biodiversité est une caractéristique du biocentrisme. C'est la rare. Encore,
reconnaître une valeur intrinsèque à chaque entité vivante, donc bio, et nous allons avoir biocentrisme contre écocentrisme, bio, le vivant, la singularité du vivant. Reconnaître une valeur intrinsèque à la singularité de chaque entité vivante, c'est admettre qu'il existe d'une façon telle que l'on ne peut en disposer de façon arbitraire, pas usage arbitraire, qu'elle ne peut être à volonté remplacée par un équivalent. C'est le problème aussi de la... Pensez à toutes ces choses en pensant aussi à la restauration écologique. Quand nous allons à restaurer un écosystème, nous ne pouvons pas remplacer une espèce comme une autre, parce que sa spécificité, c'est déterminant. Cela ne conduit pas à s'interdire toute intervention dans la nature, qui risquera de tuer des êtres vivants. Ce sera impossible. Mais à rendre nécessaire la justification. Tu vas substituer, tu vas tuer, tu vas changer un environnement, tu dois le justifier du point de vue social et politique. C'est l'idée de le biocentrisme. Mais le problème de le biocentrisme, c'est qu'à la fois, il est trop concentré sur l'individu, sur la spécificité, donc les loups, les ours polaires, l'espèce spécifique menacée dans un spécifique environnement. Nous nécessitons, et c'est l'idée de la Calicote, d'avoir une perspective un peu plus globale, mais pas globalisée. Parce que globalisé, c'est homogène. Les perspectives écocentrisme, de l'écocentrisme dit que certains environnementalistes considèrent ainsi qu'il faut accorder de la valeur non pas seulement à des individus, non pas seulement à des éléments séparés, le loup le nord de l'Italie, les ours blanches de la protection de WWF il y a beaucoup d'années. Non. Nous devons protéger l'ensemble qu'il forme la communauté biotique et donc nous nécessitons en théorie plus holiste, écocentrisme, contre en théorie plus individualiste. Donc c'est le global contre l'individuel. Et attention, dans ces perspectives, il va rentrer l'homme. Parce que si nous allons à penser l'écosystème dans son globalité, il y a l'homme qui en fait partie. Et ce n'est pas extérieur à la nature, il en fait partie. Et c'est similaire à quoi? À quel auteur que nous avons vu ce matin? Un peu. Parce que à Calicote, c'est une stricte relation avec un auteur que nous avons vu ce matin, que c'est Léopold. Aldo Leopold, non? Parce que l'idée de la communauté biotique, c'est reprise de Calicote qu'elle dise une chose est juste quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité, la beauté de la communauté. Et c'est Léopold. De la communauté biotique, c'est faux quand cela tend au contraire. Quelle était l'expression de Léopold? Un minute. Une chose est juste quand elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. C'est l'expression de Léopold, la communauté biotique. C'est faux quand cela tend au contraire.
la Terre en tant que communauté, voilà l'idée de base de l'écologie, mais l'idée qu'il faut aussi l'aimer et la respecter, c'est une extension de l'éthique. Allons voir la calicote. OK. La Terre, non, c'est la même, pardon, la calique. Et elle utilise l'expression de Léopold. Penser comme une montagne devient penser comme une planète. Donc, l'éthique de la Terre doit considérer la dimension diachronique et synchronique de la relation entre le vivant, tous les vivants, selon une perspective écocentrique. Et diachronique, c'est le temps, la continuité, parce que Léopold ne considérait pas la grande évolution darwinienne, mais la calicote, pour la calicote, c'est fondamental. Et synchronique, c'est l'enseignement de l'écologie. Nous faisons partie d'un tout dont les éléments sont interdépendants. Donc, diachronique, l'évolution du temps, synchronique, ensemble, l'être ici et l'être dans l'évolution sur la large temps. C'est un peu l'anthropocène de la tour. L'idée que l'homme, c'est une force géologique. Et l'éthique de la Terre, c'est donc employé pour réactualiser ici, la formule de Léopold, et elles disent une chose est juste lorsqu'elle ne tend pas à perturber la communauté biotique, qui est dans échelle temporelle et spatiale normale. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Il y a là toute la réflexion de l'écologie contemporaine. Qu'est-ce que c'est normal? Normal, c'est quand un système écologique tient son équilibre, et son équilibre, il va rajouter un niveau qui s'appelle climax. Quand la perturbation dans l'écosystème est très forte, nous avons des problèmes. Cette idée écologique, écosystémique basique, elle la utilise pour parler de la Terre. Donc, de l'écosystème local à l'idée globale de la Terre. Et c'est une perspective écocentrique qui vient de Léopold et qui utilise une perspective plus globale et écologique dans la contemporanéité. Le dernier, et je termine, le pragmatisme. Et c'est un peu la réponse à ta question. Parce que c'est nécessaire de voir s'il y a une valeur extrinsique, intrinsique. Le pragmatisme va dire qu'il y a deux fins et des moyens que nous avons dans la vie. Et le terme de pragmatisme a été à l'origine de la pensée du philosophe américain John Dewey. Et il parle, dans l'éthique environnementale, des conséquences et des fins des actions humaines et comme nous pouvons améliorer ces fins. Et donc, ce n'est pas important de dire la nature a une valeur intrinsèque, mais nous devons voir la situation pragmatique, la situation concrète que nous devons effacer. Et pour obtenir ou voir un objectif final, nous devons remettre en cause la volonté de fonder l'éthique environnementale sur les valeurs intrinsèques et voir que dans une situation écologique, il y a une pluralité de valeurs. Pas seulement les valeurs, il y a les valeurs intrinsèques de la nature, il y a les valeurs d'usage, il y a des valeurs culturelles. Et donc, il nécessite
pas rester dans une idée monolithique de nature, une idée monolithique d'homme, mais de voir quelle est la pluralité des valeurs que nous allons avoir à analyser dans un écosystème, dans une région, à un niveau plus pratique, et contre des questions arbitraires sur les valeurs, plutôt que sur les problèmes de politique environnementale. Donc, c'est une question pas seulement éthique, c'est une question politique, des pratiques politiques. Et c'est, je pense, un peu en attention pragmatiste que nous devons avoir quand nous allons à faire des interventions comme de paysagistes. Non? Et utiliser différentes ressources écologiques, culturelles, anthropologiques, aussi avec un peu le pragmatisme, avec un peu d'anthropocentrisme. C'est un débat infini dans la philosophie. Quelle est la place de l'homme? C'est extérieur à la nature de dominance, ou peut-être intérieur dans une perspective anthropocentrisme un peu débile ou un peu ample, où il n'y a pas seulement une séparation. Et le pragmatisme oppose une vision pluraliste et relationnelle, où les différentes instances écologiques, anthropologiques, sociales. Pourquoi? Pour affirmer la valeur d'une forêt, faudra-il se tenir à ses valeurs intrinsèques. Il y a quantité de raisons de trouver une valeur en forêt, quantité de façons de la valoriser, du point de vue de l'histoire culturelle, l'histoire anthropologique, l'histoire naturelle, l'histoire écologique. C'est la perspective des pragmatistes. Et les valeurs ne sont pas isolées, sont pratiquées. Et il existe pour chacun d'entre nous des systèmes de valeurs qui sont liés les unes à les autres. Et c'est là, d'autant plus que les valeurs ne sont pas complètement indépendantes, elles n'existent que dans un contexte donné. C'est bien un peu dans l'anthropologie et dans l'anthropologie sociale. La valeur écologique d'un plan n'est pas la même suivant qu'elle abonde dans un milieu ou qu'à un autre endroit. Elle n'est qu'une des rares spécimens de l'espèce à substituer encore. Et donc, quand nous allons à évaluer les valeurs d'une espèce, nous devons voir le territoire et nous devons voir les valeurs anthropologiques, sociales, politiques inclus. Et là où le tenant de la valeur intrinsèque ont tendance à rechercher l'argument massue qui importe la conviction et ne réussit qu'à être sectaire, c'est la perspective de pragmatiste. L'arrière est en train de parler du pragmatisme, qui pensent que l'absolutisme des valeurs intrinsèques, c'est à être condamné. Les pragmatistes font ressortir les valeurs démocratiques du pluralisme. Il a autorisé le compromis. Vous allez avoir un peu dans les controverses écologiques que vous allez étudier à Cap Science, que les valeurs démocratiques du pluralisme, ce n'est pas facile. Mais le compromis, car tous ceux qui s'entendent sur un même objectif sont prêts à abandonner une partie de leurs divergences, et il favorise la délibération, car en rapprochant les arguments, on peut être amené à changer des raisons et à se rallier sur une base commune. Donc, tu peux devenir un peu pragmatiste, je pense. OK? Et c'est terminé, c'est un peu une bibliographie de référence, mais aussi il y a des textes que vous allez à lire, je pense, pour préparer le cours. Il y a Hans Jonas,
que c'est un philosophe qui a parlé, aujourd'hui je n'ai pas parlé de ça, l'idée de l'impératif de la responsabilité. Parce que pourquoi nous devons protéger la nature? Pour notre fils, pour les générations futures. C'est l'idée. C'est un article de Nice aussi sur la Deep Ecology. Et c'est ça que nous avons lu. Et si vous êtes intéressé, il y a beaucoup de références sur les concepts de pragmatisme, instrumentalisme, valeur intrinsique, aussi sur le dictionnaire de la Stanford Dictionary of Philosophy. C'est en anglais, mais les voix sont très très claires. Parce que j'utilise beaucoup, c'est ça, à la fois un dictionnaire italien général qui s'appelle Treccani, mais je voudrais voir s'il y a quelque chose en français aussi. Mais en français, je pense que je ne l'ai pas mis ici, mais l'article de la Larère, qu'il y a aussi dans le Moodle, c'est le plus complet sur la question des éthiques environnementales. Merci beaucoup.